Alors, on a intitulé cette table ronde « Les enjeux de la data à l'ère cookieless ». On a envisagé un moment aussi de parler de convergence entre télévision et digital avec toi, Philippe, sur TF1. On verra qu'il y a aussi un sujet là-dessus. Mais je voudrais d'abord qu'on commence avec Fabien et que tu nous racontes en 1 minute, si tu peux, pourquoi le cookie tiers va-t-il disparaître, quelles sont les échéances et quelles sont les implications. Ok, je vais essayer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le cookie tiers, il faut rappeler peut-être d'abord à quoi ça sert et très rapidement, c'est très utile à la publicité digitale. Ça sert à qualifier et à cibler les audiences aujourd'hui. Ça sert également à contrôler la fréquence d'exposition, c'est-à-dire à limiter la fréquence. Ça sert également à mesurer l'efficacité. Et donc c'est vraiment la colonne vertébrale finalement des dispositifs publicitaires digitaux aujourd'hui. Et ce qui se passe, je dirais, depuis peut-être maintenant une petite dizaine d'années, sous la triple impulsion des utilisateurs qui sont de plus en plus défiants par rapport à l'usage de leurs données. Je dirais que ça a démarré probablement avec les révélations autour de Snowden 2013. Ensuite, les acteurs de la tech, type Apple, Google, ont commencé également à regarder de plus près ce sujet et ont mis en place des mesures technologiques pour limiter les acteurs de la chaîne publicitaire, l'accès et la capacité à qualifier des audiences. Il y a un troisième acteur qui sont les régulateurs, qui, notamment avec la mise en place du RGPD, qui ont également impacté la capacité des acteurs de la chaîne de valeur à construire des audiences ciblées, mesurées, etc. Et donc finalement, depuis une dizaine d'années, sous la triple combinaison de ces trois univers, on a assisté d'abord à une prise de conscience, puis à une raréfaction des cookies. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans cette phase de raréfaction qui est très avancée. Je dirais qu'il y a à peu près seulement 50% des audiences qui sont véritablement adressables. Et très prochainement, lorsque notamment Chrome va retirer complètement l'usage du cookie, on va arriver à une dernière phase qui est la phase d'extinction des cookies et celle de la réinvention de nos modèles publicitaires. D'accord, on va voir maintenant comment vous êtes armés les uns et les autres pour faire face à cette extinction. Et je vais peut-être commencer par toi, Philippe. Est-ce que TF1 Pub est très intéressé par cette extinction? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Alors déjà, comme l'évoquait Fabien, en fait, c'est pas complètement nouveau. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, notamment suite aux initiatives de Google et d'Apple sur le sujet, mais en fait, une grosse partie, en tout cas pour TF1 Pub, alors on est un peu particulier avec notre historique télé, mais une grosse partie de notre digital est déjà cookieless. Si vous regardez Koh-Lanta vendredi en replay sur votre box, vous allez avoir de la pub, elle est ciblée, elle est traquée, elle est dataisée, elle est géolocalisée potentiellement, elle est sans cookies. Aujourd'hui, plus de 70% de nos inventaires sont déjà cookieless. Du fait, alors on a remplacé, c'est ce que dit Fabien, il y a une réinvention du modèle, on a fait du cookieless sans le savoir, tel Monsieur Jourdain, en développant le Box ID comme étant un item qui nous permettait de refaire cette traçabilité propre à l'écosystème digital. Si je vais un cran plus loin, et c'est l'exercice AdForecast 2022-2023, toute la télé segmentée aujourd'hui qu'on diffuse, c'est cookieless. C'est des Box ID, on diffuse de la publicité, on la trace, on la capte, mais sur un univers qui est sans cookies. Et en 2022, c'est l'exercice AdForecast 2022, je pense vers la printemps 2022, la télé segmentée deviendra le plus gros pourvoyeur d'inventaire digital vidéo du groupe TF1. Donc devant MyTF1, devant Unify, Marmiton, nos diversifications, devant nos audiences sociales et YouTube. Mikim, chez Weborama, tu m'as dit que ça fait 10 ans que vous proposez des solutions cookieless. Alors, oui. Nous, on travaille sur l'intelligence artificielle sémantique depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un principe mathématique vectoriel qui permet d'analyser la proximité des mots les uns avec les autres et qui en ressort une analyse qui est proche de l'œil humain.
je fais attention aux mots, proche de l'œil humain. Donc avec la disparition des cookies, moi j'aime bien dire qu'on recule dans le bon sens. Ça va un peu dans le mood de ce qu'on s'est dit ce matin. On recule dans le bon sens pour une publicité beaucoup plus responsable. Et en même temps, elle est tout autant efficace, cette publicité, parce que on a lancé cette offre qu'on appelle Golden Fish depuis le 1er avril officiellement, mais on teste depuis la fin de l'année dernière des campagnes en cookie, en cookieless, parce que comme le disait Fabien, on peut encore mesurer précisément aujourd'hui avec du cookie, et on voit que les performances des campagnes qui sont bien contextualisées sont très très efficaces. Après, il y a un point qui est important à préciser, c'est que ça fait un moment qu'on sent la chose venir, tous. Alors, on le faisait peut-être sans le savoir, mais intuitivement, on disait quand même que c'était la bonne chose en termes de ciblage. Mais surtout, là, il ne faut pas attendre. Il y a urgence d'agir. D'abord parce qu'il y a des contenus qui n'ont plus de consentement. Donc certains publishers peuvent perdre jusqu'à 30% de leur trafic. Sur les apps, c'est beaucoup plus important. La moyenne qui a été publiée la semaine dernière par l'IAB est plutôt autour de 20%. Donc ça veut dire qu'on perd 20% de son trafic publicitaire, surtout quand on est au dernier trimestre de l'année et que c'est assez actif sur le marché en ce moment. C'est pas chouette de perdre autant de trafic. Donc avec les solutions qu'on a mis en place, c'est à la fois du cookieless quand il n'y aura plus de cookies, du consentless quand il n'y en a pas et on redemande le consentement tous les 6 mois et vraiment ça barbe d'avoir ce truc tout refusé, tout accepté, donc on finit par tout refuser, donc ça monte malheureusement, sauf si on a des stratégies à côté. Et puis Chrome va certainement bloquer les ID, on ne sait pas s'ils vont bloquer le fingerprinting, mais ce que l'on voit nous en participant aux conférences hebdomadaires du W3C, donc organisées par Google, c'est qu'ils sont en train de tout bloquer parce qu'ils protègent leur écosystème. Donc voilà, c'est pas alarmant parce qu'il y a plein de solutions qui existent. Chez TF1, il y a des solutions qui existent, qui ont été mises en place. Il y a plein d'acteurs qui sont en train de se transformer, mais il est vraiment urgence d'agir et de se préparer. Alors Fabien, il est urgent d'agir. Tu viens d'arriver chez Augury, tu étais oui. un des transferts de l'été du digital. Tu as dirigé pendant 4 ans, je rappelle, l'Alliance Gravity. Quelles sont les solutions que tu préconises ? Alors effectivement, j'ai rejoint Augury. Augury, c'est une structure qui est assez en avance de phase sur la problématique de proposer des solutions de ciblage et de mesure dans les environnements sans identifiant, que ce soit cookies ou d'ailleurs environnement applicatif IDFA. Comment est-ce qu'Augury s'y prend ? D'abord, il y a on s'appuie également sur des techniques de qualification contextuelle, sémantique, à partir d'IA, NLP, etc. Ce qui est une première manière d'alimenter les modèles de ciblage. Et c'est complété avec d'autres sources de données. D'abord, un historique très fort chez Augury qui est l'agrégation désindividualisée des parcours de navigation construits depuis l'existence d'Augury, sur lesquels Augury générait du consentement et donc collecter un certain nombre de données qu'aujourd'hui on a désindividualisé, agrégé pour construire une forme de panel géant qui sert de base à la construction de ciblage affinitaire. Et c'est perpétuellement alimenté avec des surveys, c'est-à-dire qu'on s'appuie également sur le fait de poser des questions en temps réel aux utilisateurs pour essayer de qualifier des environnements de diffusion et améliorer ainsi le ciblage. Et on s'appuie également sur la donnée ad-centric, c'est-à-dire qu'en permanence on mesure l'efficacité de ce qu'on fait et donc c'est capable là encore d'alimenter le modèle. On est dans une conférence sur la prévision du marché publicitaire. Tu viens, Mikim, d'évoquer le fait que il y avait du trafic publicitaire qui se perdait en ce moment. Selon vous trois, quel sera l'impact de la disparition du cookie tiers sur les investissements digitaux dans les 2 prochaines années ? Si les éditeurs, sur la structure si les éditeurs ne se préparent pas plus, ça bénéficie au walled garden. Parce qu'ils n'ont aucun problème de cookies. Ils ont toute la donnée first possible et imaginable. On parle bien des cookies tiers. Hein. Donc malheureusement, il faut réagir parce que leurs investissements publicitaires, on l'a vu dans toutes les présentations ce matin, sont quand même exponentiels. Donc il faut réagir, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on crée une offre de qualité
avec une publicité beaucoup plus responsable de l'internaute. Certes, il y a des lois, mais les lois sont faites pour ceux qui ne les respectent pas. Donc, essayons de nous organiser pour aller de l'avant et, encore une fois, créer une offre publicitaire qualitative. Aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup d'éditeurs et on voit qu'il y a un vrai réveil pour essayer de trouver des solutions et de s'organiser. Donc ça, je trouve ça positif. Mais attention à nos entreprises américaines qui sont à l'affût et qui sont très bien placées. Philippe? Je rejoins Mikim sur l'importance de se préparer pour les éditeurs de contenu, puisqu'on a vu aussi dans les présentations de ce matin, c'est contenu plus data, le contenu seul sera probablement insuffisant. Donc il faut préparer et pour ça, en tant qu'éditeur, il faut se construire sa propre data. Aujourd'hui, on ne peut pas être totalement tributaire de la data tiers. Il faut des partenariats sur de la data tiers, trouver de nouveaux identifiants, de nouvelles solutions. Et en parallèle, pour les éditeurs, il est urgent de construire sa propre data. On a la chance sur MyTF1 d'avoir pu créer le fait de devoir se loguer pour regarder les contenus. Nos contenus en replay, on a 27 millions de comptes aujourd'hui MyTF1. Alors voilà, on n'est pas Facebook, on n'est pas Google, on n'est pas Amazon, mais on a au moins cette data first party, propriété de TF1, qui nous crée un identifiant. Cet identifiant, il est à nous, on peut l'exploiter et on peut, voir venir plus sereinement les disparitions du cookie tiers sur le marché. Est-ce qu'en se groupant avec d'autres médias importants, on peut augmenter ce nombre d'ID? Je pense que les partenariats dans la data ont toujours été, alors Fabien en parlerait encore mieux que moi avec Gravity, mais ça a toujours été un sujet parce que chaque éditeur, il n'a jamais qu'une partie de l'histoire de son utilisateur. On sait des choses sur le login sur MyTF1, on peut avoir des éléments sur les contenus regardés, on peut avoir des éléments sur les éléments de socio-démo. Après, je vais aller chercher de la data retail, puisque j'ai pas de données retail, moi, personnellement, TF1. Donc, les partenariats dans cet univers data et les ponts qui vont permettre ces partenariats, les remplaçants du cookie, les nouveaux ID, ce sera évidemment important pour les éditeurs. Il n'y a pas plus fort que le regroupement. La question, c'est le partage de la valeur. Donc, le regroupement, il est fort. Il est puissant, on le voit avec le regroupement de 366 par exemple, qui est quand même une offre qui crée une valeur phénoménale. Et la question, ça crée de la valeur, oui, mais comment on la repartage derrière? Et c'est là-dessus qu'il faut s'entendre. Enfin, je pense que tu as vécu ça. Ouais, bah, c'est possible, cela dit. Il faut mettre en place une règle et une gouvernance. Je voulais rebondir sur peut-être la question de l'évolution des investissements dans un monde sans cookies. Je pense que le digital va continuer à croître, il n'y a pas de débat. Effectivement, en revanche, sur la manière dont les investissements vont se distribuer, s'arbitrer entre les différents acteurs, je suis complètement d'accord avec Mickey, mais évidemment, les walled gardens sont favorisés. Je te rejoins aussi, évidemment, idéalement, il faudrait que tout le monde soit capable de construire sa donnée. Je trouve qu'il y a une data qui a été partagée cette semaine qui est hyper intéressante, qui est finalement une fenêtre sur ce que peut donner la fin des cookies, qui est finalement ce qu'a donné depuis un an la limitation de l'accès à l'IDFA dans les environnements iOS applicatifs avec la mise en place d'ATT. Donc Ad Tracking Transparency, il y a un très bel article, même deux désormais je crois, du FT sur finalement le fait que Apple, donc qui a pour des raisons de privacy limité l'accès à cet identifiant publicitaire, qui est l'équivalent du cookie dans l'environnement applicatif, a vu sa part de marché sur son seul produit publicitaire qui s'appelle Apple Search Ads passer en un an de 17% à 55%. Et donc, il ne faut pas être dupe non plus sur les démarches des grands acteurs transnationaux lorsqu'ils font ce qu'on pourrait appeler du privacy washing. Est-ce que la fin du cookie tiers va avoir un impact sur les mesures des annonceurs? Oui, je pense que ce n'est pas qu'un sujet régie ou un sujet agence. Je pense que les annonceurs doivent aussi s'y intéresser parce que une grande partie du tracking de l'efficacité des campagnes aujourd'hui, il est encore très souvent cookie-based. Donc je pense que côté annonceur, il ne faut pas se dire, le problème de la tuyauterie du digital, parce que c'est en partie, on a eu, c'est complexe, mais en même temps, le suivi de l'efficacité aujourd'hui, il est tributaire de cette tuyauterie.
Ou alors, il faut être capable, et je pense de plus en plus, et c'est aussi le rôle que jouent les agences, d'accompagner les annonceurs vers d'autres mesures d'efficacité, vers des visions plus économétriques de mesures de campagne. On en a un petit peu parlé ce matin, où on arrive à mieux combiner les relations entre branding et performance, à jouer mieux ces synergies-là, puisque la traçabilité pure et dure, et Fabien le disait, c'est déjà le cas. Il y a déjà une grande partie du trafic et des conversions qui sont peu ou mal traquées. Donc aujourd'hui, il va falloir dépasser dans les mesures d'efficacité la simple traçabilité cookie de l'exposition. Et la question de la maîtrise de la répétition va poser un problème aussi ? Alors, ce que l'on observe, et je reviens sur ta question sur la mesure de l'efficacité, il y a des modèles économétriques qui existent depuis la nuit des temps et qui sont en train de se perfectionner avec des algorithmes. Donc moi j'ai bon espoir quand même qu'on arrive à continuer à mesurer. Ce que l'on ne pourra plus faire, c'est l'optimisation cross-site, la déduplication. Tous ces sujets-là, en fait, il va y avoir une problématique à adresser et il va falloir travailler avec les agences, d'où la pertinente question de la répétition. Et en fait, quand on est en contextuel, la répétition, naturellement, elle se capte seule. C'est rare qu'on lise 20 fois le même article. Donc on a aujourd'hui observé qu'il y a une répétition naturelle qui se fait. Si on fait bien son travail avec une bonne tech et qu'on utilise les process et qu'on respecte les process de Natural Language Processing, normalement il n'y a pas du tout de souci de répétition. Et il n'y a pas non plus de problème de reach. Des problèmes de riches, des problèmes de, comment on dit en français, pardon, de couverture. De couverture. On dit beaucoup rich. Hein. Oui, on dit beaucoup rich, tout va bien alors. De couverture. Et en fait, les métriques qu'on observe, que ça soit en branding ou en performance marketing, puisqu'on peut encore mesurer, donc on mesure en performance marketing ce que ça donne, ces campagnes-là fonctionnent très très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Il faut y aller maintenant, parce qu'après, il n'y aura plus de cookies pour mesurer. Bon, on a bien compris que ça avait un grand enjeu et qu'il faut se dépêcher. Alors, quel conseil vous donneriez à peut-être un conseil pour un éditeur et un conseil pour un annonceur pour se préparer au plus vite ? Sur le conseil aux annonceurs, on les a traités. Hein, effectivement, essayer de s'équiper d'une data first party. Je pense aussi, et c'est valable pour les deux, vraiment se projeter sur des stratégies future-proof et justement respectueuses de l'évolution du marché, entièrement, je dirais, privacy friendly, pardon pour tous les anglicismes, les uns après les autres. Mais pour s'inscrire vraiment dans une stratégie durable, je pense qu'à la fois les éditeurs et les agences, les annonceurs et leurs conseils ont intérêt à se tourner vers des solutions qui garantissent de pouvoir cibler, mesurer, atteindre des performances efficaces en s'affranchissant complètement sur 100% des utilisateurs d'identifiants publicitaires. Si j'ai un conseil à donner côté éditeur, c'est ce que j'évoquais, c'est se doter de sa propre data. La meilleure façon de résister justement à ces changements, c'est de travailler le recueil du consentement auprès de ses utilisateurs et de travailler sa propre data, ses propres identifiants. C'est le premier conseil. Pour pouvoir résister aux changements, mieux vaut être équipé soi-même que tributaire des équipements des autres. Si j'ai l'autre conseil à donner côté annonceurs et agences, c'est justement profiter de cette occasion pour repenser la mesure de l'efficacité. On en a beaucoup parlé ce matin, mais tout converge vers le fait de repenser cette mesure d'efficacité, d'être moins dans un comptage, dans un traçage, dans une productivité que dans une mesure réelle des KPI d'efficacité, du branding jusqu'à la performance. Et dès lors qu'on sait qu'une grosse partie va perdre en mesure, profitons-en justement pour reposer ça, rechallenger ces modèles ces études et ces modèles d'efficacité et les KPI qu'on veut suivre. C'est le bon moment. C'est toujours facile de donner des conseils, donc c'est chouette quand on peut en donner. Moi, je pense que le conseil principal, c'est il faut que notre écosystème de médias français, annonceurs français, agences françaises s'organise.
c'est la lutte. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, quand vous regardez l'écosystème digital, vous avez 350 possibilités. Si vous vous mettez 2 secondes à la place d'une agence, que j'ai fait pendant 15 ans, tu te dis, ok, bon, il y a des deals avec nos amis les GAFA, il y a des gros médias, les TF1, etc. Bon, après, il me reste 3 sous, qu'est-ce que je fais? Je rebooste un petit coup de search parce que là, il faut que je fasse de l'e-commerce. Donc, il faut continuer à être curieux, il faut tester des solutions, challenger son agence qui malheureusement n'a pas toujours beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources, et ne pas rester dans son plan média qui se reproduit de semaine en semaine et de mois en mois. Et ça, c'est difficile, parce que chez les annonceurs aussi, c'est pas toujours simple de s'organiser. Côté publisher, je pense qu'il faut qu'on s'organise, qu'on se regroupe, et qu'on essaye de mettre en place des technologies, des solutions qui offrent à la fois un maximum de couverture et une qualité éditoriale qui est mise en avant, parce qu'aujourd'hui, elle est sous-exploitée, cette qualité éditoriale. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire, que ça soit dans des contenus écrits, dans des contenus audio ou dans des contenus vidéo. Et c'est vraiment ça le sujet. Donc, essayons d'organiser notre écosystème. Ça bosse ensemble. Je retiens ce conseil de challenger les agences venant d'une ancienne agence de chez Publicis. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Merci beaucoup. Désolé pour le retard.